On va d'abord laisser Jacques-François Marchandise compléter et réagir, puis on gardera un temps de questions-réponses. Jacques-François, vous êtes chercheur et enseignant. Vous avez été parmi les premiers en France à réfléchir à des enjeux démocratiques autour du numérique, notamment en créant une association qui s'appelait la FING, qui pendant 20 ans a irrigué le débat, beaucoup entre experts, mais aussi avec beaucoup de collectivités locales, beaucoup d'acteurs publics, beaucoup d'entreprises privées qui se sont posées des questions sur ces évolutions du numérique, quel impact ça a sur notre fonctionnement démocratique. Et puis dans l'autre sens, Ulrich Stade vient de nous expliquer qu'on pouvait concevoir des IA qui vont s'adresser aux citoyens, en tout cas à l'attention des citoyens, même si c'est par l'intermédiaire des fonctionnaires. Mais est-ce que les citoyens, eux, peuvent s'adresser à l'intelligence artificielle ou en tout cas à celles et ceux qui conçoivent cette intelligence artificielle? Ici, on est dans une situation particulière. C'est la première fois en France qu'on a une convention citoyenne sur ce sujet organisée au niveau d'un territoire. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous avez une grande expérience de ces outils on va dire, de démocratie numérique. Je vous laisse la parole. Merci Jacques, merci beaucoup. Je suis tout à fait ravi de participer à ce moment très particulier que vous êtes en train de fabriquer. Donc c'est vraiment tout à fait formidable d'être ici avec vous. Je réponds à la question de Jacques Priol. Je m'occupe beaucoup de sujets d'inclusion et de médiation numérique, entre autres choses. Et ce lundi, j'étais à Laval, en Mayenne, et sur une grande journée dans laquelle il s'agissait de ces questions-là. Et le maire d'une commune rurale de Mayenne me dit, dans un échange que j'animais, me dit, mais en fait, quand on va, moi et mes administrés, sur un site internet qui nous demande de prouver qu'on n'est pas un robot, on ne comprend pas cette question du tout, et on finit par comprendre que c'est un robot qui nous la pose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le fait d'avoir une injonction de la part des robots à parler? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui parler, finalement, sur ces sujets-là, et en fait, ça vous est peut-être déjà arrivé de parler à des machines ou de leur répondre quand elles vous parlent, etc. Même quand elles sont sourdes, la plupart d'entre elles ne vous écoutent pas. Et celles qui vous écoutent, ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons. En l'occurrence, si je reprends la question que m'a posée Jacques Priol, est-ce que les citoyens peuvent s'adresser à ceux qui font les IA? En fait, je pense qu'on a été très intimidés depuis des années. Est-ce que c'est pot de terre contre pot de fer, ou est-ce que c'est David contre Goliath? C'est ça qu'il va falloir savoir. Mais on a été beaucoup intimidés par non seulement l'aspect technique de tout ça, mais par les milliards qu'on nous raconte derrière tout ça, en disant l'Europe est ridicule, de toute façon, seuls les États-Unis et la Chine mettent suffisamment de centaines de milliards pour faire des choses à niveau. Là, on comprend, grâce à l'intervention d'Ulrich, que on peut faire des choses assez incroyables avec une équipe. Ton équipe, c'est 8 personnes, c'est ça? Bon. Et donc, remettons les choses à leur place. Une énorme partie des gens qui font l'IA, ce sont des équipes à taille humaine qui travaillent sur des projets dont ils connaissent et comprennent le périmètre. On n'est pas seulement confronté à des choses matures, industrialisées, qui nous dominent tout le temps. Il y a aussi beaucoup d'autres réalités de l'IA. Et donc, est-ce que par rapport à ça, on comprend, et est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire? Il y a déjà effectivement quelques exemples de concertation et même de négociation sur l'IA. Un des premiers exemples marquants il y a quelques années, c'était ce qu'on a appelé la Déclaration de Montréal. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé, mais c'est en l'occurrence l'Université de Montréal qui avait organisé un travail collectif d'un peu plus de 500 personnes dans la phase initiale, qui a permis d'arriver à une déclaration commune avec des principes commun, et qui était un exercice en soi tout à fait passionnant, et qui a fait des petits, et qui au fond nous inspire quand aujourd'hui on est dans ce type d'action. Et en fait, ma conviction sur la base de cette expérience-là et quelques autres dont je vais vous parler, c'est que oui, la parole des citoyens peut être entendue. Et par qui? Alors, d'une part par les concepteurs de l'IA, par les acteurs de l'offre, par les développeurs, par les designers, par les architectes techniques, etc., par les entrepreneurs, et d'autre part par les commanditaires, publics et privés, qui vont mettre des moyens dessus. Ils peuvent conditionner les moyens qu'ils mettent à tout un ensemble de choses. Alors, d'où est-ce que je parle, hein? Jacques l'a évoqué. J'ai pendant 22 ans co-animé
été un peu le pilote scientifique et prospectif de travaux collectifs sur les transformations numériques. Et en fait, j'ai aussi conduit un travail constant sur le numérique au service de la démocratie. Et je travaille assez souvent depuis 15 ans sur le numérique comme sujet démocratique. Est-ce que, en fait, on a besoin d'ouvrir le capot? Est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qu'il y a dans la machine? Par exemple, en animant des débats publics, des controverses, etc. Et en fait, ce qu'on voit quand on s'aventure dans cette direction-là, c'est que la question centrale de nos travaux n'est pas purement technique, elle est surtout qu'est-ce qui se passe quand les potentiels du numérique, les potentiels de ce champ technique assez particulier sont mis entre les mains de millions de personnes. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément? À quelles conditions est-ce que le numérique est porteur de pouvoir d'agir ou non? À quelles conditions il est capacitant ou au contraire incapacitant? À quel moment est-ce qu'au fond il est émancipateur ou à quel moment est-ce qu'au contraire il est plutôt aliénant, il nous met dans des formes de soumission, etc. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un élément très riche à ces réflexions qui était le rapport du Conseil national du numérique sur l'inclusion numérique qui était conduit par la chercheuse Valérie Bejeot, qui est aussi une militante associative, et qui s'intitulait « Citoyens d'une société numérique, accès, littératie, médiation, pouvoir d'agir ». Et donc, c'était la première fois qu'on se débarrassait de la vision qui disait, donc dans un cadre public concerté, de la vision qui disait le numérique, il y a les gens qui sont les attardés, et ça c'est la fracture, il faut qu'ils rattrapent le train, et puis il y a ceux qui sont dedans. Il ne s'agit pas d'être juste dedans ou attardé, il s'agit en fait d'en être des acteurs ou non, et d'être mis en capacité d'en être des acteurs ou non, et puis une partie de ça se lit sous l'angle des capacités et du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'il y a un grand pouvoir sans mise en capacité, c'est quelque chose qui va poser problème. Et donc, si je prends 3 exemples rapides d'exercices auxquels j'ai pu contribuer de très près ou d'un peu plus loin. Premier exemple, la ville et la métropole de Nantes, il y a 2 ans et demi à peu près, autour de la 5G, posant la question, mettant en place une concertation, un débat public sur les questions que pose l'ouverture des ondes 5G. Dans un cas de figure assez compliqué, c'est-à-dire que en fait, l'autorité de régulation avait donné son feu vert, les opérateurs s'étaient déjà engagés à tout un ensemble de choses, ce qui veut dire que ces débats, il y en a eu plusieurs en France, on pouvait penser qu'ils arrivaient trop tard, et pourquoi diable est-ce qu'on mettait en débat, et à quels endroits est-ce qu'il fallait faire. Et bien, justement, ça a été tout à fait passionnant de faire des choses que vous venez de faire, c'est-à-dire de définir les termes de la controverse, de se dire au fond où sont les sujets qui posent question, à quels endroits il y a des enjeux, et de mettre autour de la table ce que j'ai fait, des têtes de réseau et des experts. Des têtes de réseau, des gens qui étaient plutôt côté associatif, territorial, économique et aussi académique, hein, et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Et la première chose qui me frappe de cette expérience, c'est que les experts les plus techniques disaient « mais pourquoi est-ce que des profanes viennent nous embêter avec des sujets que nous, en tant qu'ingénieurs télécoms, on connaît? Alors, s'il vous plaît, vous ne mêlez pas de la 5G. » Et puis, les professeurs d'économie disaient peut-être que tu t'y connais en télécom, mais en revanche, sur la dimension économique de l'usage des réseaux et du marché qu'il y a devant, etc., peut-être tu connais moins que moi. Et puis, les acteurs qui s'occupent d'aménagement du territoire disaient peut-être que nous, la question de la couverture, de l'équité de cette couverture, etc., c'est une question qu'on travaille autrement que de façon technique, mais en fonction des questions d'activité, de développement ou de besoins d'infrastructure du territoire. Et puis, les questions environnementales, il se trouve que les ingénieurs télécoms les apprennent pas toujours de façon très, très claire dans leurs études. Et puis, les questions sanitaires, elles avaient besoin d'être posées. Donc, vous voyez qu'on était arrivé assez vite à définir un arbre de débat sur 6 grandes questions dont on pouvait documenter pourquoi il y avait des opinions un peu clivées. Et la deuxième chose qu'on pouvait documenter, c'est le fait que c'était ce qui
ceux qui parlaient le plus fort, qui avaient eu la parole jusque-là. Et donc, ceux qui parlaient le plus fort, c'était les 5% des plus technophiles et les 5% des plus technophobes, de façon presque caricaturale. Et le reste du monde qui avait besoin de se construire une opinion, si on ne fait pas ce type de débat, ne pouvait pas se construire une opinion. Et l'idée, c'est fini. De toute façon, on a ouvert la 5G, etc. C'était fini, rien du tout. C'était fini, on était au début de cette histoire-là. On est toujours au début à propos, 2 ans plus tard, c'est-à-dire qu'on ne sait encore pas du tout ce qui est en train de se jouer en termes de renouvellement du parc de terminaux, en termes d'empreinte écologique, en termes de... pour mesurer des effets sur la santé, il faut pas mal d'années, etc. Donc, il y avait matière à construire ce sujet. Sur Brest, Métropole et les services publics locaux de la donnée construits par Brest Métropole avec un ensemble de partenaires, là, la conférence de citoyens qui a été mise en place à l'initiative de la métropole, en fait, visait à se poser des questions autour des data avec un panel de citoyens plus petit que le vôtre, mais de gens qui n'avaient en fait pas tellement conscience qu'il y avait un lien entre les données et le territoire. Ce qui m'a frappé dans cette expérience-là, c'est à quel point, en assez peu de temps, cette vingtaine de citoyens étaient montés en compétences et s'étaient mis à poser des questions assez pointues, s'étaient mis à avoir des points de vue assez solides et assez concrets, et à produire à l'arrivée des principes et des questionnements qui sont extrêmement utiles et, comme ça a été dit précédemment, à demander un suivi, à demander qu'il se passe des choses derrière. Et puis je donne un dernier exemple qui est celui d'un débat qui initialement était un débat 5G organisé par la ville de Rennes donc, qui s'est déroulé de façon très intéressante, qui a produit des recommandations, etc. Mais qui surtout a construit à l'échelle de la ville de Rennes une envie de continuer. Et donc la mise en place aujourd'hui d'un conseil citoyen du numérique responsable qui est composé de citoyens, qui peut s'autosaisir, qui a déjà rendu 2 premiers avis sur d'autres sujets autour de la dématérialisation des services publics, autour de la santé mentale, tout simplement parce que les sujets numériques se parlent entre eux et parlent à un ensemble d'autres questions de la société. Et ça a paru extrêmement intéressant et important, en l'occurrence, à la collectivité rennaise, de poursuivre dans cette voie et de continuer à avoir les éclairages des citoyens. J'ai encore combien de temps, Jacques ? Ça dépend de ce que tu veux. J'ai encore énormément de choses à dire. On a la journée, non ? Je continue. Tu m'arrêteras. Donc, on est là dans un cadre général, qui est celui qui s'appelle la démocratie technique, qui est un cadre qui n'a pas commencé avec le numérique et dont l'ouvrage de référence pour moi, c'est un livre dirigé par Michel Calon qui s'appelle « Agir dans un monde incertain » et dont les principaux exemples sont tirés du champ de la santé. Pourquoi du champ de la santé ? Parce que voilà des domaines dans lesquels l'autorité de gens qui savent est évidemment très importante, très, très légitime, mais il se trouve que qu'il s'agisse de pathologies chroniques, de diabète, d'insuffisance rénale ou de situations de handicap ou de fléaux sanitaires comme l'a été le sida, on a vu se dessiner une société civile qui a d'importants savoirs d'expérience, qui développe une expertise d'usage et qu'en fait il est urgent d'écouter si on veut comprendre ce qui se joue, trouver des leviers d'action et même enrichir la connaissance et la science. Il y a un cas spécifique du numérique par rapport à ces questions-là, et il y a un cas spécifique des data et de l'IA. Cas spécifique du numérique, en fait, c'est qu'on est dans un domaine où, d'abord, le numérique, c'est des techniques socialisées, c'est pas une industrie ou une science hors sol. Une énorme partie de ce qui se joue, c'est les usages qu'ils produisent. Donc, bon courage pour regarder le numérique sans regarder les usages. Et puis, l'autre chose, c'est que les acteurs les acteurs les plus puissants portent des discours d'autorité extrêmement forts. Ceux qui ont des choses à vendre, les lobbyistes, ceux qui ont une politique nationale à vendre par moment, ceux qui ont une autorité technique à défendre. Et donc, très souvent, on a le circulé, il n'y a rien à voir. Or, il se trouve que quand les seuls qui s'expriment sont ceux qui sont
qui ont quelque chose à vendre, nous avons un problème. En l'occurrence, quand on s'aventure un peu plus loin sur les questions numériques, on voit que le numérique est quand même très, très, très sur la sellette, avec des enjeux environnementaux dont vous avez parlé hier, avec des questions de répartition de la valeur et de fiscalité, avec des questions de la production de la haine et de la violence en ligne, avec des questions de fake news, avec tout un ensemble d'enjeux. C'est-à-dire que le numérique est l'affaire de tous et en plus, il percole vers des questions de travail, d'environnement et de liberté. Donc, progressivement, les entreprises du numérique elles-mêmes se dotent de principes et prennent des engagements. Et pourquoi est-ce qu'on a des leviers? Parce que leurs employés, leurs recrues nouvelles et futures, dans des métiers en tension, mettent la pression sur eux. Et que derrière ça, en fait, leurs actionnaires aussi commencent à leur dire rendez-moi des comptes, faites pas n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe plus précisément sur les données? J'accélère et je vais vers une conclusion pour ne pas saturer votre attention. En fait, ça fait quelques années qu'on voit que les données sont devenues des objets politiques, économiques et sociaux du territoire. Donc, il s'agit d'énormément d'autres choses que simplement l'affaire des techniciens. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels la société civile est faible, voire très faible. C'est-à-dire qu'on a en France un tout petit nombre d'associations assez faibles, dont presque aucune n'est soutenue par des fonds publics et dont presque aucune n'est soutenue non plus d'ailleurs par les philanthropes et le mécénat. C'est une exception française. Ailleurs, les fondations savent soutenir ces sujets qui sont en cours. Or, il y a des choix à la clé et il y a des possibilités. Hier, vous avez parlé d'IA frugale, mais on peut se dire choisir dans la conception qu'on va inclure des questions de vie privée dans les objets connectés, de la réparabilité dans les objets techniques, etc. C'est des choix. Et donc, avec quoi est-ce qu'on peut sortir de ces débats? On peut sans doute en sortir avec davantage de culture de ces questions et avec peut-être des débats éclairés et apaisés. J'en reste là pour l'instant, mais... Merci beaucoup, Jacques-François.